Bien, alors comment va se dérouler ce début d'après-midi? Pendant une demi-heure, je vais faire un point synthétique des marchés. Aujourd'hui et surtout faire une petite anticipation pour les semaines et les mois à venir sur différents marchés de manière très globale, hein, très large. Le but n'est pas de faire 2 heures d'analyse technique ou d'analyse fondamentale maintenant. Ce sera par contre un bon tremplin pour vous dire que pour ceux qui souhaitent suivre évidemment des recommandations régulières, les analyses régulières que l'on fait, il y a différents moyens de le faire. On vous les montrera tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur les sites d'IG. Je poste également beaucoup d'analyses toute la journée, d'actualités macroéconomiques. Donc ça, ce sera tous les jours dorénavant. Des points marchés également quotidiens qui seront refaits à partir normalement de la semaine prochaine, de la semaine suivante, mais en tout cas de revenir sur un rythme très régulier d'analyse de manière récurrente pour ceux qui veulent des points d'entrée intraday, hein, donc un point marché le matin de 11h à midi et ensuite exploitable pour l'après-midi sur les devises, les indices, les matières premières, les taux également. Donc tout ceci va être mis en place chez IG donc d'ici quelques jours. Là pour l'instant une demi-heure on va parler des marchés, ensuite on aura 1 heure de table ronde avec les 3 invités qu'on a le plaisir de recevoir. Donc il y aura Julien Ebenzel qui va nous rejoindre, Stéphane Soduteil et Giovanni Filippo pour la table ronde avec une question presque aussi vieille que les marchés. Est-on plutôt analyse fondamentale ou analyse technique? Est-ce qu'une des méthodes des plus efficace qu'une autre? Et donc je poserai ces questions à nos invités et ensuite on passera 1 heure suivante sur le match des traders. Je rejoindrai cette fois-ci Stéphane Soduteil et Mohamed Saïdi pour qu'ils nous détaillent un petit peu leur stratégie, qu'on voit leurs écrans, qu'ils nous expliquent comment ils ont traité, comment ils ont passé cette journée-là. Et puis il y aura évidemment 10 minutes, un quart d'heure consacré à vos questions. Vous pourrez leur poser des questions en direct. Alors, où en est-on aujourd'hui sur les marchés, ou en tout cas à l'heure où on se parle? Le CAC, pour ceux qui ont leurs écrans, ils vont le voir, on est dans la zone 4245-4250 points. Vous avez constaté que les jours précédents, c'est une zone qui a fait office de support. On a touché un plus haut au mois de novembre dans la zone 4350-4360. Et c'est pour ça que, et ce que j'indiquais tout à l'heure sur BFM, il est pour l'instant en tout cas risqué de revenir à l'achat sur le niveau actuel. Le marché corrige et je suis toujours extraordinairement prudent sur les achats sur repli. Les achats sur repli, on a vu que ça a pu donner les années précédentes, notamment au moment de la crise des subprimes, ceux qui achetaient sur repli régulièrement, ils moyennaient à la baisse. Je trouve que c'est une stratégie qui est relativement risquée dans la mesure où vous ne savez pas jusqu'où le marché peut descendre. Donc plutôt attendre que le marché reparte sur un train haussier, un momentum haussier, et repartir à l'achat à ce moment-là. Donc pour l'instant, on est plutôt sur le schéma inverse. Le marché retombe sur des petits supports intermédiaires qu'il a touchés plusieurs fois ce mois-ci, qui sont dans la zone 4210-4220 points. Attention que si on retombe là en intraday ou à partir de lundi sur ces niveaux-là, on peut très bien, vous voyez voilà à l'écran, retomber sur des niveaux plus bas vers les 4200, voire même 4150 points. Donc c'est vraiment une zone de consolidation et c'est toujours le cas sur les marchés, quand le marché consolide, c'est qu'au niveau fondamental, il y a un rapport de force qui s'équilibre entre l'offre et la demande, et qui s'équilibre sur des informations qui nous proviennent à la fois de la zone euro, des États-Unis, de l'Asie. On est en attente de beaucoup d'informations, de la Fed, de la Banque Centrale Européenne, même si le Japon de son côté, lui, donne beaucoup d'informations. J'en parlais tout à l'heure par rapport aux devises. Mais donc pour le CAC 40, dans ce genre de scénario de consolidation, c'est parfaitement horizontal, donc il vaut mieux attendre généralement que ça casse, soit à la baisse, soit à la hausse, mais en tout cas rentrer quand le marché commence à venir taper les supports. S'il a déjà testé les supports 3 ou 4 fois, s'il y a un 4e ou 5e test qui intervient, ça peut être le bon, et on appelle ça un breakout, donc on casse, le marché accélère très violemment, et ça ce sont de très très bonnes périodes pour les traders. Le breakout c'est ce qu'il y a de mieux, parce que le marché décale très vite, en très peu de temps, et c'est de la bonne tendance, vous avez un gain rapide. C'est finalement ce que tout le monde recherche sur les marchés. Donc voilà pour le point sur le CAC. Quels sont les enjeux finalement aujourd'hui au niveau des indices européens, des indices mondiaux également? Eh bien, c'est le débat qui anime et que surveillent tous les opérateurs aujourd'hui. C'est que va faire la BCE pour l'Europe et que va faire la Fed pour les États-Unis. Et on voit d'ailleurs sur l'euro-dollar, ça se neutralise également, autour d'un 35. On a touché des plus bas, un 33, un 34, on a un petit peu remonté. Et là, on voit également qu'on est dans une zone inconfortable pour l'euro-dollar. Parce qu'il n'y a pas de tendance. Vous avez d'un côté la Banque Centrale Européenne qui explique qu'elle va potentiellement, pas qui explique d'ailleurs, qui laisse fuiter, qu'elle pourrait mettre en place des taux négatifs. Et puis vous avez moins de 24 heures après, Mario Draghi qui explique que pour l'instant ce n'est pas l'ordre du jour. Et moins de 24 heures encore après, vous avez Asmussen, qui est un des membres de la Banque Centrale Européenne, qui lui laisse à nouveau planer le doute sur ces taux négatifs. Taux négatifs importants, ne pas les confondre les taux. Quand on parle de taux négatifs pour une banque centrale, surtout en ce moment, c'est taux négatifs sur les dépôts, pas sur le taux directeur de la Banque centrale, qui est le taux auquel la Banque centrale prête de l'argent aux autres banques. Quand on parle de taux négatif en ce moment, c'est que si une banque dépose de l'argent au jour le jour ou sur une durée plus longue au guichet de la BCE rémunérera ses dépôts négativement. Et ça, pourquoi
ça fait bouger les marchés parce que l'objectif d'une telle mesure, c'est d'inciter les circuits financiers, d'inciter les banques à réinjecter ces liquidités, à les prêter à l'économie réelle. Et donc la BCE peut prendre des mesures. Un taux négatif, c'est une mesure de rétorsion. Il faut le voir comme ça, très clairement. C'est une mesure de rétorsion envers le système financier qui ne joue pas finalement son rôle de prêt aux entreprises et de prêt à l'économie. Donc c'est ce qui anime également l'euro et le dollar. Et au niveau de la Banque centrale américaine, si on regarde maintenant outre-Atlantique ce qui se passe, eh bien, on a à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on avait une forward guidance, c'est-à-dire une façon de présenter la politique monétaire des banques centrales qui était relativement claire jusqu'à présent, et ça commence à se parasiter un peu depuis quelques temps. On voit que maintenant, aux États-Unis également, on a des discours, notamment de Bernanke, qui sont toujours très accommodants, presque surprenant de la manière dont il est accommodant. Et de l'autre côté, vous avez celle qui est censée être très accommodante, qui est Janet Yellen, qui est la future présidente de la Banque centrale américaine, qui il y a quelques jours a laissé entendre que oui, la politique monétaire resterait accommodante, mais qu'elle pourrait le rester même si on augmentait les taux. Or, une augmentation de taux, que je sache, n'est pas un acte accommodant. C'est plutôt l'inverse. Quand on commence à augmenter les taux directeurs, ça veut dire généralement soit qu'il y a des craintes sur l'inflation, on veut pallier contre l'inflation, on veut pallier à l'inflation plutôt, soit que l'économie repart. Et je pense que c'est ce qui va se passer aux États-Unis dans les mois qui viennent, on parle de mois maintenant. Je pense qu'effectivement, on devrait assister à une hausse très progressive des taux pour éviter justement que les schémas qu'on a connus jusqu'à présent et qui ont amené aux différentes crises, notamment la bulle immobilière, si vous décortiquez le schéma qui a amené la bulle immobilière, c'est exactement le même schéma qu'aujourd'hui. Beaucoup de liquidités dans le marché, des taux extrêmement bas, et puis subitement l'inflation qui repart, les matières premières qui repartent à la hausse, et puis la croissance qui repart de manière très vigoureuse, et la Banque centrale qui n'est pas assez vigilante et qui laisse se former de nouvelles bulles. Ça a été le cas pour les bulles immobilières. Il est évident aujourd'hui que la Banque centrale américaine ne refera pas l'erreur qu'elle a faite juste avant l'éclatement de la bulle, et donc il est fort à parier que le durcissement de la politique monétaire devrait intervenir de manière un peu plus rapide que ça avait été le cas lors de la précédente crise. Même si on ne parle pas de taux, évidemment, remonter à 1 ou 2%, on parle de 0,25 à tout casser. Mais ce serait déjà des signes envoyés au marché pour leur dire attention, on ne laissera pas se former de nouvelles bulles, comme c'était le cas auparavant. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui sur l'économie américaine, à part sur le marché financier, mais qui ont un comportement un petit peu différent, il n'y a pas réellement de bulles aujourd'hui sur l'économie américaine. Le prix de l'immobilier est relativement stable, sauf dans quelques villes bien particulières. Les niveaux de crédit ne sont pas des niveaux exorbitants. Les prix sont totalement sous contrôle, il n'y a pas d'inflation aux États-Unis. Les seules bulles qui pourraient se former aujourd'hui sont les bulles notamment du crédit étudiant. Ça, par contre, ça peut être important. Plus de 1000 milliards d'encours aujourd'hui sur le crédit étudiant. Quand vous savez que le PIB américain, c'est de l'ordre de 16 000 milliards de dollars, eh bien, une bulle de l'ordre de 1000 milliards, c'est quand même un 15e, un 16e du PIB. Donc, ce n'est pas rien. C'est un élément important. Donc ça peut effectivement de nature à déstabiliser un peu le marché. Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler les marchés finalement aujourd'hui? Je ne parle pas de marchés qui déraillent, je dirais plutôt de grosses corrections après l'envolée qu'on a eue par exemple sur les marchés américains, sur les marchés européens aussi, mais surtout sur les marchés américains. Si vous regardez depuis les plus bas depuis 2009, les marchés américains n'ont cessé de monter. D'ailleurs, il y a un décalage très très fort qui existe entre les marchés européens d'un côté et les marchés américains. Vous superposez deux graphiques, le S&P 500 et l'Eurostoxx par exemple, la différence est flagrante. Donc il y a eu une prise d'avance de la part des marchés américains parce que la Fed a réagi tout de suite après la crise des subprimes. Dès 2009, elle a commencé à mettre en place des plans de relance monétaire, QE1, QE2 et QE3, qui ont porté leurs fruits, surtout qui ont permis à ce marché de grimper aussi haut pour monter donc jusqu'à 16 000 points sur le Dow Jones et aux alentours de 1800 points sur le S&P 500. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que ça va tomber? Et est-ce que ça va tomber? Alors, je ne dirais pas tomber, je dirais grosse correction, oui. Donc pour 2014, évidemment qu'il faudra jouer une correction à un moment donné. Est-ce que les marchés sont topiches? Est-ce qu'ils doivent atteindre leur plus haut? Je ne pense pas encore. Je pense qu'il y a deux scénarios sur lesquels on peut travailler aujourd'hui. Soit celui d'une très grosse correction, 10-12% dans les mois qui viennent, et après une reprise des marchés progressive qui nous ramènera sur les niveaux supérieurs. Soit on va d'abord chercher ces niveaux supérieurs tout de suite, et par contre là, il faudra se dégager très rapidement avant que le marché ne tombe. Ces niveaux, c'est quoi? Si on voit que la correction ne commence pas à se faire dans les jours ou les semaines qui viennent sur le S&P 500, on peut encore aller chercher les 1900 points sur le S&P 500. C'est un niveau tout à fait possible en termes de projection. Pour les marchés européens, parce que c'est des marchés que beaucoup d'entre vous traitent, si on prend le cas du CAC 40 par exemple, je ne vois pas non plus aujourd'hui d'éléments en Europe et en France notamment, même s'il y a une activité économique qui est très ralentie, il n'y a pas non plus de raison de voir le marché français retomber au plus bas qu'il a connu lors de la crise précédente. Donc on pourrait avoir des corrections vers 4000 points par exemple, et puis repartir ensuite vers 4005 et 4007. Je pense que les marchés européens sont toujours haussiers, il y a de la liquidité, si les banques centrales et la Banque centrale européenne met en place des mesures de relance, on devrait sans aucun problème dans les mois qui viennent toucher les 4500 points, 4550, c'était les niveaux que le marché français avait touchés juste avant la faillite de Lehman Brothers. C'était au mois de
août-septembre 2008, et le marché tombait ensuite, on pourrait se rediriger dans les mois qui viennent vers ces niveaux-là, et ensuite on irait chercher des niveaux de retracement purement techniques, mais qui sont des objectifs en soi, dans la zone des 4750-4800 points. Donc pour moi, il n'y aura pas de cycle à venir de baisse durable des marchés. Je pense qu'on peut aller au-delà de corrections, mais que même si on retombait à 4000 points, ce ne serait pas le début de nouvelle crise systémique comme on a pu la connaître précédemment, ce serait plutôt le marché qui prend ses bénéfices avant de repartir plus haut, le temps que la consolidation se fasse. Donc ça, c'est un scénario que j'envisage pour le CAC et pour le DAX également. Le DAX, j'avais donné l'année dernière un objectif qui était 9000 points. Donc quand je dis l'année dernière, c'était même au début d'année, cette année en fait, à début 2013, j'avais donné 9000 points, on y est monté et même un petit peu plus haut. Et je pense également que pour le DAX, c'est pas non plus complètement terminé. On est beaucoup monté, si vous voulez. Le marché est beaucoup monté, donc il y a clairement un risque, on le voit bien à l'écran, 9196 points aujourd'hui, qu'il corrige, retombe à 9000, même 8800, même 8006, on porte ce genre de correction. Mais est-ce qu'il faut en conclure que le DAX ne montera pas plus haut? Quand vous regardez les fondamentaux de l'économie allemande aujourd'hui, tous les pays européens rêveraient d'avoir l'économie sur le modèle allemand, même s'il est extrêmement décrié parce qu'il crée des déséquilibres, et Emmanuel Le Chypre en a parlé mieux que moi précédemment, mais ce que l'on constate aujourd'hui quand vous regardez l'économie allemande, eh bien, c'est que, comme partout, il y a 3 moteurs de croissance pour une économie. Il y a les exportations, les investissements et la consommation, ce qu'on appelle la demande intérieure. Les exportations, on l'a vu ce matin avec le chiffre du PIB qui est tombé, ce n'est plus réellement les exportations qui tirent la croissance à la hausse, mais la demande intérieure. Et si vous avez suivi un petit peu l'actualité hier, une annonce importante pour l'Europe, très importante, elle n'est pas passée inaperçue, mais je la souligne aujourd'hui, c'est l'instauration potentielle d'un salaire minimum en Allemagne. Pourquoi c'est important? Ça ne va pas être généralisé à l'ensemble de la population allemande, ça va se négocier par branche, ça va mettre du temps à se mettre en place, mais un salaire minimum, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va s'appliquer sur des couches sociales qui ont des revenus faibles, et quand vous avez un revenu faible, vous consacrez 80 ou 90% de votre revenu, j'exagère un peu, mais en tout cas une grosse partie de votre revenu, à la consommation. Et l'Allemagne a bien compris que ce modèle exportateur fort, elle a encore le garder, mais qu'il fallait allumer d'autres moteurs de croissance, d'autres relais de croissance. Et la demande intérieure est un très bon relais de croissance, et donc c'est pas pour rien que Merkel a cédé un petit peu sur la partie des salaires minimums. Donc je pense que le DAX n'a pas fini sa hausse. La question qu'on doit tous se poser, c'est jusqu'où ça va monter. Moi, je pense qu'en 2014, on aura un DAX qui pourra monter jusqu'à 9500, 9600 points. La question, par contre, à laquelle aujourd'hui, je n'ai pas encore la réponse, c'est est-ce qu'on va d'abord corriger très fortement et remonter ensuite, ou est-ce qu'on va d'abord toucher 9005 et corriger ensuite? Mais je reste toujours sur un trend plutôt haussier, mais j'insiste bien, ce qu'il faut retenir du message, ce n'est pas qu'on monte en ligne droite, ça veut dire qu'on peut avoir des grosses corrections sur des prises de bénéfices, mais il n'y a pas de formation pour l'instant sur les actifs européens également de bulles qui justifierait d'avoir un éclatement aussi important que lors des années 2000 sur la bulle Internet ou lors de 2007-2008 sur la crise des subprimes américaines. Il y a beaucoup de pare-feux européens qui ont été mis en place depuis et qui vont continuer à être mises en place. Souvent, ça apparaît un peu comme un bruit de fond, mais quand on parle d'union bancaire, de mécanismes de résolution, de choses comme ça, ce ne sont pas des mots vains, ce sont des mots qui laissent clairement entendre qu'au niveau européen, on est en train de construire des boucliers, des pare-feux, pour éviter que si une banque fasse faillite, par exemple, elle n'entraîne pas avec elle d'autres banques, pour éviter également que les États n'aient à supporter le sauvetage des banques. Jusqu'à présent, c'était le cas. En 2001, lors de la précédente crise, c'était le cas. En 2007-2008, ce sont encore les États qui sont montés au créneau pour sauver le secteur financier et l'économie. Et on voit les conséquences aujourd'hui. La crise de la dette, c'est la conséquence immédiate de cette montée au créneau des différents États pour sauver l'économie et pour sauver les banques. Et donc, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau européen, et ça vise à mettre en place des mécanismes qui soient indépendants des États, qui soient des mécanismes fédérés, des mécanismes d'union, où il y a en quelque sorte une sorte de pot commun dans lequel on vient piocher quand il y a une crise, mais que cette crise ne dépend plus d'un seul État. On a vu d'ailleurs les conséquences sur l'Espagne que ça a eu, par exemple, quand l'Espagne doit se porter au secours de ses banques, alors que l'économie espagnole est déjà à bout de souffle, que l'endettement a grimpé de 25 ou 30% en peu de temps, eh bien, il faut effectivement que ces schémas ne se reproduisent plus. Et je pense qu'au niveau européen, on va aller vers plus de convergence, et la hausse du salaire minimum en Allemagne est déjà un pas supplémentaire vers cette convergence des économies. Donc, pour moi, on peut encore monter sur les indices européens en 2014. Attention toutefois à ces grosses corrections. Les corrections, on les jouera plutôt sur des niveaux techniques. Quand on tape des supports, on regarde à ce moment-là, effectivement, combien de fois on l'a testé. Et si on voit qu'après un ou deux tests aussi, on n'est pas passé, si on retombe sur un support, là, on peut commencer à jouer, à shorter un peu le marché et à jouer la baisse de ce marché-là. Au niveau des devises, très rapidement, et après on va passer donc à la table ronde avec nos invités. Au niveau des devises, on va focaliser sur l'euro-dollar et puis une autre paire de devises que je trouve très intéressante en ce moment. Mais sur l'euro-dollar, qui était la paire vedette, plus de 2/3 du volume du marché d'échange, c'est sur l'euro-dollar. Donc c'est clairement la paire de devises la plus volumineuse en termes d'échange. On voit que l'euro-dollar remonte au-dessus de 1,35. Vous voyez d'ailleurs ces 3 derniers jours, vous êtes sur le graphique ici en quotidien.
sur les quotidiens, oui, c'est ça. Sur les 3 derniers jours, on a eu beaucoup de volatilité entre l'histoire sur les taux négatifs, entre les démentis, entre certains chiffres européens ou statistiques qui n'étaient pas bonnes, entre certains chiffres américains qui ont plu ou déçu. On voit que l'euro-dollar s'est neutralisé dans cette zone un petit peu au-dessus de 1,34. Moi, je commencerai à être vendeur sur l'euro-dollar dans la zone des 1,33. Pour l'instant, ça peut encore naviguer dans cette zone de prix, oui, entre 1,38 au-dessus et 1,34 en dessous, même 1,33 qu'on a touché il y a quelques temps, mais qu'on a touché en novembre, hein, donc c'est récent. Si on retombe sur 1,33, je pense qu'effectivement, là, on va avoir un nouvel accès de faiblesse de l'euro par rapport au dollar qui nous ramènera assez rapidement dans la zone des 1,30 €, donc, enfin 1,30 $ pour 1 euro, pardon. Donc, le prochain mouvement baissier, je pense qu'on le verra naître sur la zone des 1,33, pas avant. Pour l'instant, on peut encore très bien remonter à 1,36, 1,37. Il suffit que la Banque Centrale Européenne envoie 2-3 messages encore, pas contrariants, mais des messages qui laissent planer le doute sur sa capacité à intervenir de nouveau, de manière accommodante pour la partie monétaire, et vous verrez que l'euro va remonter assez rapidement à 1,36, 1,37. Donc tout va dépendre des déclarations de la Banque Centrale Européenne, évidemment de la Fed, mais c'est surtout la Banque Centrale Européenne qui en ce moment fait bouger le marché des changes. À l'achat, pour l'instant, je serai également très modéré. Donc vous avez bien compris dans mon discours que l'euro-dollar n'est pas forcément très simple à lire en ce moment. Je pense qu'il faut attendre des signaux, sauf en intraday, on peut en avoir évidemment, mais de manière moyen terme, là c'est un petit peu le but, hein, de l'intervention d'aujourd'hui, il faut attendre des niveaux très clairs, 1,33 à la baisse, et on joue la baisse. Dernière paire de devises, et après on passe sur la table ronde, c'est le dollar par rapport au yen. Ce sont des ensembles économiques. Quand on parle de devises, on parle d'ensemble économique également, la zone japonaise et la zone américaine. Sur le dollar yen, je pense que ça va encore grimper. C'est-à-dire que je pense que le dollar va encore prendre de la valeur par rapport au yen. Pourquoi ? Parce qu'on a eu en début de semaine une appréciation, enfin pas une appréciation, une confirmation que le Japon allait poursuivre sa politique monétaire. Pas la croître, mais pas la baisser non plus. Et que les objectifs qui paraissaient à l'époque totalement délirants, eh bien, restent toujours d'actualité aujourd'hui. On vise 2% d'inflation au Japon, ce qui est énorme, hein, quand on sait que c'est un pays qui est resté en déflation de manière quasi chronique depuis 15 ans ou 20 ans. Eh bien, effectivement, avoir un objectif d'inflation à 2%, c'est colossal. Donc, il n'y a pas de raison que les Abenomics et que la politique monétaire du Japon s'arrête du jour au lendemain. Donc dollar-yen, je pense qu'il y a un très bon trade à tenter dans les semaines qui viennent. On est autour de 101,20 aujourd'hui. Ça peut un peu retracer vers les 100, vers les 89,50. Mais j'anticipe une forte hausse vers la zone des 105, 106 yens pour 1 dollar. Donc je suis très bullish sur cette paire de devises. Encore une fois, pour des raisons macroéconomiques. Il y a des éléments techniques. Et l'élément technique, c'est quoi ? C'est un retracement de Fibonacci qu'on va aller chercher à 105,5. Et puis les éléments fondamentaux qui viennent confirmer ceci par la politique menée par la Banque centrale du Japon. Je terminerai par une chose également. Peu de gens le traitent, mais je pense que ça va devenir de plus en plus populaire parce qu'on va en parler. Ce sont les taux. Les taux notamment et les emprunts d'État. L'OAT pour la France, par exemple, le 10 ans américain, le Bund notamment pour l'Allemagne. C'est intéressant parce qu'on arrivait notamment aux États-Unis sur une période où, si vous regardez un graphique depuis 15, 20 ou 30 ans sur l'évolution des taux américains, vous voyez que le 10 ans, par exemple, n'a cessé de décroître de manière quasi linéaire sur cette période-là. Et on a touché des niveaux extraordinairement faibles pour le 10 ans américain. Quand je parle de niveau, c'est les taux, c'est le taux du 10 ans américain. Vous savez que le taux évolue inversement, enfin évolue à l'inverse de la valeur de l'obligation elle-même. Donc ça veut dire que, et c'est mon cas, j'anticipe que le 10 ans américain, le taux du 10 ans va se reprendre progressivement, parce que la croissance est là, l'inflation pas encore, mais souvent les taux commencent à se redresser bien avant que l'inflation ne reparte. Donc je pense que les taux américains vont progressivement repartir à la hausse, et que la valeur, je dis bien la valeur donc, de l'obligation du 10 ans américain, elle va baisser. Donc je pense que 2014 sera également une année de baisse du 10 ans américain, et pour la France également, on parle beaucoup de la France, perte une nouvelle fois d'une note pour la France récemment par une agence de notation. Je pense que c'est le cas. Vous vous souvenez que la France va emprunter moins cher, curieusement d'ailleurs, ce qu'on a trouvé curieux après la première perte du AAA, c'était il y a quelques temps par l'agence Standard & Poor's, on avait même emprunté moins cher derrière. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un effet de valeur refuge dû à la situation économique de l'Italie, de l'Espagne et des pays périphériques de la zone euro. Maintenant qu'on assiste à une convergence des taux, on les voit même, les taux de l'Espagne, de l'Italie qui baissent et les taux de l'Allemagne, de la France qui repartent légèrement à la hausse, je pense que ce mouvement va encore un peu se prolonger en 2014. Et donc je pense que l'économie française, plus les dégradations de notes qui ont eu lieu, plus le fait que les marchés vont scruter les résultats finalement menés par l'exécutif français depuis 1 an et demi, presque 2 ans, eh bien on va regarder ça et je ne vois pas pour l'instant le taux, je dis bien le taux du 10 ans français repartir à la baisse. Je pense qu'il va soit se stabiliser, soit repartir un petit peu à la hausse. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il est également bon, je pense, sur du moyen terme, de shorter également le 10 ans français, c'est-à-dire de shorter la valeur, l'obligation, l'OAT, donc le 10 ans français.
Donc voilà pour ces éléments-là. Et puis dernier élément, les matières premières. Je vais terminer là-dessus, et c'est confirmé pour cette fois-ci, je termine là-dessus. Les matières premières, je pense qu'on peut encore avoir des accès de faiblesse du pétrole, du blé, de tout ce qui est matières premières, commodities, encore dans les semaines qui viennent. Mais je pense que 2014 devrait être une année de rebond des matières premières. Quand vous regardez les cours du blé, du maïs, je parle de ça pour ceux qui suivent ces marchés-là, ou même de l'or, de l'argent par exemple, des métaux en général, on est encore sur l'or, on tombe encore à 1247. Je pense même que sur l'or, on peut encore tomber jusqu'à 1155. C'est pas complètement terminé. Parce qu'il n'y a pas d'inflation, parce qu'on va sur un schéma qui est plutôt un schéma de ralentissement du QE3. Donc l'or pourra encore un petit peu reculer, mais je ne pense pas qu'on recule dans des niveaux encore phénoménaux. Et donc je pense qu'il est bon pour ceux qui font du moyen terme de commencer à se repositionner sur les matières premières, or, argent, et les matières premières agricoles également, qui je pense vont repartir à la hausse en 2014. Donc voilà pour ce petit point 30 minutes. Encore une fois, chez IG Market, donc chez IG France, j'aurai l'occasion tous les jours de diffuser des analyses techniques. Donc n'hésitez pas à vous connecter aux différents réseaux sociaux, etc. sur le site. On fera des analyses de manière récurrente et quotidienne. Merci Alexandre. Fantastique. Avec merci pour cette belle présentation. Alors, de là à penser que tu nous as rejoints parce qu'on couvrait toutes ces classes d'actifs, vu que tu les as, c'est un raccourci assez rapide. Moi, j'aime bien la présentation à la fois fondamentale et à la fois technique. Donc, c'est une superbe transition pour la table ronde qui arrive dans un instant. Avant ça, des nouvelles de nos deux traders. Est-ce qu'on a des nouvelles positions qui ont été prises, messieurs ? Pour ma part, non pas de nouvelles positions, mais c'est vrai que la matinée était un peu plus agitée autour de 10 heures et depuis, bon, il ne se passe pas non plus énormément de choses. En fait, par rapport à mes modèles, j'ai pas grand-chose. Bon, j'ai simplement, je suis toujours dans la position en fait que j'avais induite sur le Wall Street. Je pensais qu'on aurait un petit accès de faiblesse. Pendant l'heure de déjeuner, on est quasiment venu sur mon take profit. Alors c'était vraiment une petite opération à une centaine de dollars, hein. Donc rien de très significatif. C'est vrai que mon peu de conviction sur la configuration graphique m'a fait trader parce que voilà, c'était à tenter. Pour l'instant, je suis pas démenti et je suis pas non plus servi. Voilà, je vais attendre un petit peu l'après-midi, l'ouverture des marchés américains pour essayer d'aller chercher peut-être quelque chose de plus consistant d'un point de vue graphique. Très bien, merci. En même temps, vous avez répondu à une des questions qui nous a été posée dans la salle tout à l'heure, savoir comment ça s'était passé ce matin. On a vu les marchés beaucoup bouger, comme ça avait été dit d'ailleurs par Xavier et Mohamed en introduction ce matin. Mohamed, des mouvements ? Oui, quelques mouvements. Donc, j'avais initié à l'ouverture tout à l'heure, vers 10h, une position longue sur l'AUD-CHF, donc le dollar australien contre le franc suisse. Donc, pour l'instant, cette position, elle est perdante. Donc là, je perds à peu près 26 pips. Et donc, pour l'instant, je conserve, puisque c'est une paire qui est assez volatile. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'affolement particulièrement. On n'a pas touché de stop. Mon stop mental a été touché à 60. Donc, mais j'ai conservé la position pour l'instant. On est à 48. Comme quoi le stop mental. Voilà, mais est-ce que c'est un stop suiveur mental? Logiquement, sous 60, on a une accélération baissière. On l'a eu. D'accord. Mais après, bon, d'expérience, je sais que si c'est perdu, on coupe. Et si j'ai le sentiment qu'on peut remonter, donc je conserve. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de voir ça. Quand j'aurai clôturé la tu position, prends tes responsabilités, on verra voilà. ça de toute façon tout à l'heure. Voilà. Donc, et parallèlement, oui. donc j'ai continué à faire d'autres opérations. Donc j'ai clôturé ma position longue sur Nicox, donc avec un gain de $300, 300 euros. Enfin non, c'était 300 euros. Donc l'objectif que je m'étais fixé sur le titre, je pense que je peux l'abandonner pour aujourd'hui. Donc bon, voilà, c'est clôturé. Et j'ai ouvert un short sur le France 40 à 4270,30 il y a 5 minutes. Et là-dessus, je vise un retour en 15 minutes sur la bande de Bollinger 21 à 55. Donc je vise une correction de 16 points. Et ensuite, je suis long sur l'AUD USD, donc toujours sur devise. Donc pour l'instant, je suis en gain de $350 sur de l'eau. Donc et c'est pas du carry trade, parce qu'il faut fermer les positions pour 17h, on le rappelle. Hein. Voilà, donc je clôture de toute façon avant la clôture, avant ce soir.